Bonjour, bienvenue dans cet épisode où nous allons aujourd'hui parler de la notion du pardon avec Nathalie Langlois, spécialiste de deux arts millénaires qui sont le Ho'oponopono et le Feng Shui. Elle est aussi conférencière et auteure de plusieurs ouvrages sur ces deux sujets, formée aux techniques psycho-énergétiques, à la psychogénéalogie et au neuroactive coaching. Elle a rassemblé l'ensemble de ses connaissances pour développer sa propre méthode d'accompagnement. Nous sommes également très honorés de recevoir dans ce podcast Bernard Meunier, psychanalyste et sophrologue. Il a passé 15 ans au GIGN, participant à la résolution de nombreuses situations de crise, notamment comme otage volontaire dans l'affaire d'Ouvéa en 1988 et comme négociateur sur des prises d'otages massives. Il intervient également en entreprise dans le cadre du soutien psychologique et propose des conférences. Et il est l'auteur, avec Alexandre Rode, de Passage à l'acte, comprendre les tueries scolaires aux éditions Kiwi, sorti en 2019. Et à mes côtés, j'ai également la superbe Julie Sauvan qui va nous donner sa sensibilité sur le pardon pour lancer ce débat. Bonjour Julie. Merci Valérie. Bonjour à tous. Alors, le pardon est une notion religieuse qui nous rappelle qu'il faut tendre la joue quand l'autre nous gifle. Sous une notion plus philosophique, les stoïciens ont toujours pris soin de refuser le pardon en avançant deux motifs. Un, l'être rempli de sagesse ne doit pas se laisser dominer par ses émotions, car la raison doit toujours l'emporter. La seconde objection est son injustice en quelque sorte structurelle, en recommandant une sévérité qui exclurait la cruauté, une justice sans vengeance. Hannah Arendt, philosophe, prenait le pardon dans l'action humaine. Par la faculté de pardonner, on peut ainsi dénouer les liens du passé et son cortège de malheurs. La victime enfermée dans sa rancune se trouve dans la même fatalité que son bourreau, d'un passé irréversible. Le pardon défait les nœuds du passé. Le mal n'est pas aboli, mais sa mémoire ne paralyse plus ceux qui l'ont subi, ni ceux qui l'ont commis. Un nouvel avenir est alors offert à ceux qui se croient victimes à jamais de l'irréversibilité du passé. Mais avant de laisser la place à nos intervenants, je me suis posé cette question en réalisant ma chronique. Peut-on tout pardonner? La lettre d'Antoine Léris m'est venue à l'esprit. Message qu'il a publié après la mort de sa femme, tuée lors des attentats du Bataclan. Vous n'aurez pas ma haine. Et je le cite. Alors non, je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l'avez bien cherché. Pourtant, mais répondre à la haine par la colère, ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. À l'image d'Antoine Léris, oui, nous pouvons tout pardonner, mais il nécessite une temporalité, un travail sur soi. Et plusieurs outils sont à notre disposition pour que cette chaîne de la haine ne se perpétue pas. Et nos enfants n'auront pas à recevoir cet héritage. N'est-ce pas le but de toute thérapie? Je vous laisse le soin de me répondre. Bernard, veux-tu commencer? Oui, c'est une belle entrée en matière. Alors effectivement, dans le pardon, étymologiquement, c'est le don total pour le mal qui a été fait. Alors, c'est quelque chose effectivement d'unique, comme vous le disiez, Julie, c'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose de complètement personnel, puisque comme le deuil, eh bien, ça va suivre une certaine progression. Ça va évoluer d'une manière ou d'une autre dans le temps. Et ce pardon eh bien, permettra de mettre à distance eh bien, certains traumatismes, parce que ça sera aussi, ce pardon, c'est encore une fois, c'est prendre de la distance avec le mal qui a été fait, mais dans un esprit de mieux-être, de mieux vivre ce traumatisme, de le mettre à distance pour en être quelque part spectateur, tout en restant comme victime, bien entendu, mais d'essayer de mettre ça en image face à soi, alors sans pour autant l'oublier. On a le droit, regarde ce que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, vous n'aurez pas ma haine, ça ne l'empêche pas peut-être d'avoir cette haine en lui, mais en tout cas, il ne le montrera pas de manière à pouvoir eh bien, avancer dans son cheminement et le vivre avec cette histoire. Vous disiez tout à l'heure, Bernard, que l'importance des mots placés et de l'étude des mots lâchés dans un cabinet lors d'une psychanalyse avait son importance. Et vous mettiez ça en parallèle par rapport au développement personnel, où les gens utilisaient prenaient des outils qui reliaient à cette 100% positif. Et d'ailleurs, Nathalie pourra nous répondre tout à l'heure à ce sujet.
sur cette pratique ou qui pouvait faire oublier une allégeance et un travail de profondeur, c'est ça? Effectivement, quand on parle de développement personnel, on est plus sur un aspect de la psychologie qui est dite cette psychologie positive, un peu sous impulsion de la méthode Coué. Alors pourquoi pas? Et ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais l'on sait, nous, en cabinet, psychanalyste, que l'on est toujours poussé par son inconscient et que la réponse ne peut être donnée par un process, un mode opératoire, par des techniques. Et l'objectif en cabinet, en tout cas, c'est de pousser l'analysant, de pousser l'autre à se laisser porter par la parole, de manière à ce que son inconscient puisse prendre le dessus et que l'on puisse l'analyser, puisque l'analysant, lui, c'est-à-dire le patient, fera des associations librement, inconsciemment. Le rôle donc de l'analyste est donc, avec une petite longueur d'avance, est de l'aider à rentrer dans cette part d'ombre pour tenter de dénouer justement ce qui a pu eh bien, provoquer du mal-être chez lui, c'est-à-dire cette névrose, cette dépression, si on parle de traumatismes comme ceux que vous l'avez évoqués, qui viennent perturber le présent de la personne. Ok. Nathalie, par rapport au pardon, justement, avec la méthode Ho'oponopono, vous avez travaillé, vous, avec différentes personnes. Quel pourrait être, comment vous pourriez interagir avec ce que vient de dire Bernard, puisque vous travaillez également, vous avez développé votre propre méthode en lien avec justement le Ho'oponopono. Comment vous pourrez vous accompagner, vous, les personnes qui viennent vous voir? Déjà, j'aimerais revenir brièvement sur la pratique du Ho'oponopono qui consiste à réciter en soi 4 mots, de les répéter en boucle. Et ces 4 mots sont désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc il y a le mot pardon dans la formule. Et on les récite en boucle dans son esprit, dans sa tête, au moment où on vit des choses difficiles, au moment où on est aux prises avec des émotions fortes parce qu'on a reçu une nouvelle, parce que quelque chose nous arrive qui nous embête, quelque chose de difficile qui se passe en nous, et plutôt que de laisser les émotions et surtout le mental prendre le dessus, ces 4 mots, cette formule permet de revenir en soi, de prendre de la distance sur la situation et sur les émotions qu'on est en train de vivre. Le pardon, je l'ai découvert grâce à la pratique du Ho'oponopono parce que je faisais partie de ces personnes qui avaient beaucoup d'a priori sur la notion de pardon. Le pardon avec cette morale judéo-chrétienne qui n'est pas forcément très adaptée à notre société d'aujourd'hui et qui fait que donc le pardon qui est associé à cette notion judéo-chrétienne où on doit pardonner dans le sens on doit se soumettre aux événements. En tout cas, c'était la notion que j'en avais. Hein, on doit être soumis à ce qui nous est arrivé, à notre histoire, à ces personnes qui nous ont fait du mal. Alors qu'en réalité, le pardon, c'est absolument pas ça. Le pardon, c'est au contraire se libérer de cette histoire, se libérer de ce qui est arrivé pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire une démarche en soi. Et ça n'a rien à voir avec cette notion d'être soumis aux événements, d'être soumis à la personne, à la situation. C'est au contraire de se libérer de toute l'histoire et de comprendre qu'on a été une victime à un instant T, mais qu'aujourd'hui, cet instant n'existe plus. Il est quelque part dans notre passé. Et sortir de ce rôle de victime fait partie de la procédure du pardon. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on va absoudre la personne et qu'on ne va rien faire par rapport à ce qui est arrivé. On peut tout à fait faire une procédure juridique, mettre en place tout un protocole pour que ce qui est arrivé soit il y ait une justice qui soit rendue autour de cet événement, mais on peut le faire non pas dans un esprit de vengeance, ni dans l'attente d'un résultat, de voir cette personne souffrir ou de voir je ne sais quoi arriver, mais plutôt de se dire, voilà, je remets ça dans les mains de quelqu'un qui est spécialiste, qui est professionnel. Comme ça, moi, de mon côté, je vais pouvoir m'occuper de guérir de cette histoire, de me guérir moi de ce qui est arrivé pour que ce ne soit moins présent dans ma vie d'aujourd'hui. Oui, c'est arrivé et en même temps, ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui,
Maintenant, comment je peux ranger ça dans ma vie? Comment je peux ranger ça dans mon histoire, dans mon existence? C'est en ça que le pardon est aujourd'hui, enfin, me semble aujourd'hui très important d'être abordé, non pas comme un moyen de fuir ou de se, comment dire, de faire en sorte que l'autre ne soit pas responsable. Non, non, pas du tout ça. La responsabilité, on sait d'où elle vient. Hein. Et puis là, si vous avez par exemple des histoires de violence dans votre famille et qu'il y a des choses qui sont arrivées quand vous étiez enfant ou un peu plus âgé et que vous avez décidé de lancer une procédure, porter plainte, etc., faites-le parce que ça fait partie de votre protocole de guérison, parce que ça fait partie de votre démarche intérieure, mais ne le faites pas par esprit de vengeance, de vous dire qu'il doit payer ou elle doit payer. Non, c'est mieux de le faire d'abord d'être accompagné par un psychologue et un psychothérapeute pour vous aider à faire le tri justement dans tout ça, pourquoi vous faites cette démarche-là. Mais ça veut dire donc de remettre dans les mains de professionnels l'histoire, une certaine partie de votre histoire, et à vous de guérir. Donc le pardon dans le Ho'oponopono traditionnel, ancestral, il était utilisé pour permettre aux personnes qui n'avaient pas réussi à sortir du conflit, à exprimer leur vision de l'événement, exprimer leur façon de voir les choses et surtout comment elles avaient été blessées, comment ces personnes avaient été mises à mal par cette situation. Donc on ne peut pas pardonner si on ne comprend pas ce qui est arrivé. Et j'en reviens à la phrase qui a été dite tout à l'heure par Julie, vous n'aurez pas ma haine. Ce stade-là, on l'atteint quand on a intégré ce qui est arrivé. Et on intègre ce qui s'est passé, la situation, quand on a compris quelque chose. C'est une démarche qui est longue et qui peut être un peu fastidieuse pour certaines personnes. Et c'est en ça que d'aller dans un cabinet de psy me paraît très important et fondamental. Parce que le pardon, on en parle dans le Ho'oponopono, c'est un mot qui revient parce que au début, il me perturbait parce que je me disais, mais pardonner quoi? Pardonner qui? Non, non. Il a fallu que j'intègre tout doucement avec l'expérience, quand j'ai vu ce qui se passait dans ma vie. Et là, j'ai compris que ce pardon-là, en fait, il était pour la personne qui en avait vraiment besoin à ce moment-là, c'est-à-dire moi-même. Je me pardonne de me sentir encore victime de mon passé, je me pardonne de ne pas réussir à m'en sortir, je me pardonne de ne pas avoir réussi à pardonner à cette personne. C'est ça, le pardon. Comme je l'ai compris, en tout cas. Alors, le travail du pardon n'empêche pas de mettre une distance protectrice avec le bourreau, on est bien d'accord. Parce qu'on sait très bien que le bourreau peut être violent physiquement, mentalement, et peut nous réduire dans un état de faiblesse. Donc, le travail du pardon qu'on exécute ne nous empêche pas de mettre une distance avec le bourreau. Et ça, il faut qu'on le précise. Mais je voulais revenir aussi sur la dualité que Bernard a pu présenter sur les outils différents. Moi qui ai vécu cette expérience, j'ai utilisé le Ho'oponopono et c'est comme ça que j'ai découvert Nathalie Langlois. Et je vais aussi dans un cabinet de psy pour poser mes mots. Le lien que j'ai fait des deux, je me dis que si je n'avais pas eu cet outil facile qui m'a permis de prononcer 4 mots, à me donner une fluidité de pensée qui m'a permise d'aller dans un cabinet de psy. Je pense que le lien s'est fait comme ça. Et donc, si on divise les enseignements ou les outils, on pourrait trouver une intelligence que les deux peuvent communiquer. Qu'est-ce que vous en pensez? À l'autre. C'est vrai que le pardon, je prends la parole, c'est vrai que le pardon, c'est un processus qui peut être long. Le temps de chacun est absolument différent parce que les expériences vécues de chacun sont toutes différentes. On le sait, chacun n'a pas le même, en fonction de sa personnalité, de son vécu, de son éducation, on n'a pas la même capacité à prendre du recul sur un événement traumatisant que l'on a pu avoir. Le temps du pardon est peut-être long, ça peut être un chemin, mais ça ne veut pas dire, comme dit Nathalie, qu'il faut oublier. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Pardonner, ça ne veut pas dire demander réparation. Effectivement, c'est poser un acte. Ça peut être aussi un acte fort. Enfin, j'imagine que Bernard aussi dira la même chose, comme toi, Julie. Tu peux mettre tes mots aussi là-dessus. Poser un acte fort, c'est se respecter, c'est pardonner l'autre, mais c'est aussi se pardonner aussi de ne pas forcément avoir
mis tout de suite toute son énergie à être dans cet élan du pardon, parce il est propre à chacun. Et c'est vrai que le pardon, il est aussi envers soi. Nous sommes tous des êtres imparfaits, et se pardonner à soi aussi fait partie du chemin, je pense. Ce que je trouve intéressant dans ce travail qu'on effectue en tant qu'adulte pour comprendre et se comprendre et alléger nos fardeaux et nos bagages, c'est qu'on ne les transmet pas à nos enfants. Et c'est là où devient l'intérêt aussi de trouver ce travail de pardon. Mais j'aimerais aussi que Bernard nous partage son expérience, parce qu'il l'a vécu d'une manière très masculine, dans un milieu très masculin, où la violence subsistait. Et ça, je voudrais qu'il nous partage cette expérience-là. Oui, il est vrai, je pense que vous faites un parallèle avec ma carrière plus jeune, certainement. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, alors c'était moins sur l'esprit de pardon, mais surtout sur le non-jugement, ce qui est déjà une première étape, pourrait-on dire. Mais lorsque j'intervenais effectivement comme négociateur sur des crises majeures, donc face à des gens qui, à défaut d'avoir tué quelqu'un, ouvraient le feu, et pour certains retenaient des individus contre leur volonté, c'est ce qu'on appelle la prise d'otage. L'entrée, enfin, je veux dire, la posture du négociateur est vraiment le non-jugement, puisque la réponse, ce n'est pas lui qui la possède, c'est l'autre, dans un contexte de communication globale, et il s'agissait eh bien, de se concentrer sur la relation avec l'autre, d'obtenir déjà dans un premier temps une première accroche, pour pouvoir enclencher un process communicationnel, essayer eh bien, de pousser l'autre à s'ouvrir, à parler, à expliquer ses actes, pour éviter que la solution eh bien, bascule en notre défaveur, et qu'elle puisse au moins se figer, et en tout cas ne pas évoluer défavorablement. Donc ça, c'était le rôle du négociateur. Alors, on n'est pas vraiment dans le pardon, mais déjà dans une étape de non-jugement, d'arriver sans conviction, sans idée préconçue, car ça peut être le pire ennemi contre lequel on doit négocier, c'est face à des croyances qui sont absolues, quoi. Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique auprès des victimes et avec le bourreau aussi, la personne qui a acté la violence? Alors, après l'affaire, c'est-à-dire qu'une fois que l'affaire est résolue, hein, le GIGN, n'intervenait pas dans la prise en compte psychologique ni des otages, ni de l'auteur. Après, c'était Mmh. une autre phase, voilà, voilà. Là, Et on n'intervenait pas sur et les ce personnes intervenantes comme vous, Bernard, ouais. vous avez besoin de ce soutien psychologique aussi? Mmh. Et ce Oui, alors, et vous aviez éprouvé une forme de pardon par rapport à la violence que vous avez rencontrée? oui, c'est-à-dire que, bah, il n'y avait pas de soutien psychologique, dans les années, dans lesquelles je suis intervenu, c'est-à-dire du début des années 90 jusqu'au début des années 2000. Mais effectivement, c'est, cabossé après cette longue expérience, de plonger dans des crises, effectivement, traumatisantes, que j'ai besoin de faire un travail d'analyse personnelle. Alors moi, j'ai pris l'option, psychanalyse, ce qui m'a permis effectivement, d'être en paix. Alors, avec les autres, j'ai jamais eu de haine, donc il n'y avait pas de pardon, mais on peut parler de pardon, effectivement. Je n'en voulais à personne d'être intervenu sur ce type de situation, mais c'était pas moi le plus malheureux, c'est vraiment les otages qui ont été les victimes de ces bourreaux, hein, pour reprendre le terme que vous avez employé. Mais effectivement, on est bien dans la démarche, du Ho'oponopono, ou alors démarche psychanalytique, c'est d'être en paix avec soi-même, de se pardonner, effectivement, quelque part, et bien peut-être pour, le stress provoqué, l'état dans lequel, eh bien, ces situations ont pu nous mettre, et d'essayer, eh bien, de continuer à cheminer vers quelque chose de moins obscur, hein, où il y a un peu plus de lumière, justement, Mmh. aller vers un mieux-être, encore une fois. Et dans votre cabinet, vous rencontrez beaucoup de personnes qui ont ces difficultés, qui viennent à vous? Ah, mais toutes les personnes, sans exception quasiment, viennent pour casser, cette chaîne, de la haine, hein. Alors soit envers elles-mêmes, s'il n'y a pas de traumatisme, si c'est pas exogène, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu
de violence, qu'elle soit psychologique ou physique, par un individu lambda ou par ses propres parents, hein, ce qui est 80%. Les pourcentages sont difficiles à poser, mais dans le cadre de l'éducation d'une personne, hein, quand ça vient pas des parents, mais c'est bien de casser encore une fois cette chaîne de la haine et puis essayer eh bien, de se protéger, en tout cas, pour aller vers un mieux-être et pour essayer de continuer à bien acheminer. Alors oui, ça passe par le pardon, or sans pour autant oublier, mais donc face aux parents qui ont pu être violents d'une manière ou une autre, hein. On ne va pas lister tous les types de mauvais comportements que des parents peuvent avoir envers leurs enfants, mais ça permettra, ce travail analytique, en tout cas, permettra à l'analysant, eh bien, de laisser, de pardonner et de laisser ressurgir l'amour inconditionnel qu'il avait pour ses parents, eh bien, une fois le travail effectué. Donc ça ne sera pas le même amour, excusez-moi, ce sera pas le même amour, puisque quand on passe de l'amour à la haine, il est difficile de revenir à l'amour complètement. Ça sera un amour différent, mais inconsciemment, on a tous quand même des traces d'amour à minima envers nos parents qui nous ont élevés d'une manière ou d'une autre. Juste une question complémentaire. Oui. L'identité, est-ce qu'il y a plus d'hommes et de femmes qui viennent pour faire ce travail-là auprès de vous? C'est juste une question comme ça. Non, écoutez, non, c'est plus une question de vague un petit peu, ouais, peut-être plus, d'étudiants, de jeunes femmes et puis non, tout est mélangé à un certain moment. Après, il y aura une vague d'hommes. Non, mais globalement, c'est vraiment du 50%, hein. D'accord, 50-50, ouais. très bien. Nathalie, toi qui as étudié la psychogénéalogie et que tu as créé ta propre méthode, j'aurais voulu te poser la question par rapport à l'héritage que les enfants adultes pouvaient recevoir en fonction d'un parent qui n'a pas pardonné ou qui est resté dans une sorte de haine. Est-ce que tu peux nous reparler de ça? Alors, je ne suis pas spécialisée complètement dans ce que les enfants, en tout cas la psychologie enfantine, mais par rapport à la charge familiale, ce qu'on retrouve dans le Ho'oponopono, c'est que les mémoires que l'on reçoit enfant, c'est-à-dire les mémoires, c'est tout ce que les adultes qui nous entourent nous donnent, nous transmettent à travers leurs paroles, à travers leurs actions. Eh bien, l'enfant que nous sommes va prendre ces informations, va prendre ces mémoires, en faire ses propres valeurs. Et si effectivement les adultes qui ont élevé l'enfant ne sont pas entrés dans le pardon, sont toujours dans cette idée que c'est de la faute de ma mère ou de ma grand-mère, ou si je ne suis pas arrivée à faire ci ou ça, et c'est souvent le langage non verbal qui est transmis aux enfants, c'est-à-dire des attitudes, des rejets, un stress, une tension que l'enfant ressent de la part de ses parents lorsqu'ils sont dans certaines situations. L'enfant va s'imprégner de cette attitude, va s'imprégner de cette façon d'être par rapport aux autres en fonction des événements, sans avoir conscience que c'est parce que son parent n'a pas réussi à pardonner, n'a pas réussi à dépasser ce qui était arrivé plus tôt dans leur vie. Donc oui, l'enfant le prend en charge cette mémoire. Et une fois que cet enfant que nous avons été grandit, et bien là, on a le choix en tant qu'adulte de garder ou pas cette mémoire, de garder ou pas cette façon de dire, cette façon d'être au quotidien avec les autres. Donc, c'est important de prendre conscience de ça. En tant qu'enfant, on absorbe, mais on n'absorbe pas tout. On va absorber en fonction de ce que James Hillman appelait le génus, c'est-à-dire la personnalité de l'enfant, hein, parce que dans une fratrie, vous allez voir des enfants élevés dans les mêmes adultes, ils ne vont pas prendre toutes les habitudes, toutes les attitudes des parents qui les ont élevés. Mais une fois que vous êtes adulte, c'est important de prendre conscience que vous n'êtes pas obligé de vivre avec ce mal-être que vous ressentez sans en avoir conscience exactement de ce qui se passe, mais vous trouvez que c'est pas normal que ces personnes agissent de cette manière et c'est pas comme ça que chez moi on faisait.
savez, ces petites phrases qui tournent en boucle dans la tête, on n'a pas le droit d'agir de cette manière, mais ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est pas comme ça que ça doit se faire. Ces phrases-là doivent vous faire comprendre que vous êtes en train de réagir en fonction de ce que vous avez appris enfant, qui était correct dans l'environnement dans lequel vous avez grandi, mais maintenant que vous êtes adulte, ça fonctionne plus tout à fait de la même façon. Ça colle pas, ça vous dérange, ça vous met mal à l'aise. Et c'est à ce moment-là qu'on lance cette formule du Ho'oponopono. Et ce Ho'oponopono que l'on lance en boucle en soi, pour revenir à la réflexion de tout à l'heure de Bernard concernant la psychologie positive, ce n'est pas accepter, faire comme si, enfin, comment dire, ce n'est pas pour absolument forcer la main à son cerveau, dire mais si, dépasse cette situation, vas-y, entre dans les affirmations, regarde le côté positif. Non, non. Ho'oponopono, c'est vraiment pour prendre de la distance, du recul sur les émotions et regarder ensuite les solutions qui sont à notre disposition. Et si dans les solutions qui sont à notre disposition, il y a la psychanalyse, la psychothérapie, bref, ou autre, foncez, allez-y. C'est juste une ouverture, une autre porte, une autre façon d'envisager, une autre façon de résoudre la situation. Jusqu'à présent, on faisait avec ce qu'on nous avait appris, mais ça ne fonctionne pas puisque je suis toujours mal à l'aise, puisque je suis toujours mal, je suis toujours frustrée, ça ne va pas. Donc, ce que j'ai appris ne va pas. Lancez cette formule en vous. Désolé, pardon, merci, je t'aime, en silence, et ouvrez-vous au possible. Et si dans les possibles, il y a une thérapie à faire, foncez. Allez-y. Il y a des gens très bien. La preuve. Donc, c'est à ça. Donc, c'est pas de la psychologie positive dans le sens où il faut absolument pardonner, il faut absolument être bien avec ses parents ou avec sa famille, malgré tout ce qu'on a subi. Non, 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 vous n'êtes pas forcé de quoi que ce soit. Il n'y a rien à forcer, juste à accueillir ce que vous avez vécu pour le transformer. Et si, dans cette transformation, une psychothérapie est nécessaire, faites-le. Je vous encourage vraiment à le faire. Très bien. Et sur le pardon, justement, je me posais la question, en fait, finalement, le pardon le plus réussi, n'est-ce pas, n'est-il pas celui qui vient du cœur et pas de la tête? C'est-à-dire, je veux pardonner pour avancer et je me le dis avec la tête, mais si je me dis, je souhaite pardonner et je pardonne avec le cœur et ça change tout. Mais justement, Bernard, il pourrait répondre. et qu'est-ce qu'on ressent véritablement quand le pardon se fait dans l'esprit ou si ça vient du cœur? Je crois, je ne sais pas s'il y a une différence entre le cœur et l'esprit. Je doute qu'on puisse penser avec le cœur. Bon, je pense que le cœur et le cerveau sont étroitement liés. Je pense, oui. Freud disait, nous ne savons renoncer à rien, nous ne savons qu'échanger une chose pour une autre. Je préférais le relire pour ne pas écorcher ce qu'il disait. Effectivement, le but de l'objectif de la psychanalyse va être le changement d'objet. Cet objet qui est la création du symptôme, qui fait que la personne va mal, sa névrose lui perturbe son quotidien, et il faut trouver une solution. Alors, l'analyse va lui permettre de changer d'objet, c'est-à-dire d'évacuer cet objet de haine et puis de le transformer, de le voir différemment. Ça va lui permettre encore une fois de prendre de la distance et de voir les choses différemment. Alors oui, on le voit, les mots ne sont pas les mêmes, on voit une évolution. Alors, psychanalyse, c'est pas forcément celle de Woody Allen, qui leur a coûté, je crois, le prix de 2 ou 3 maisons, dit-il. En quelques séances, 4-5 séances, il y a maintenant des recherches qui le prouvent, il y a déjà une réorganisation psychique, et je ne dis pas que la personne va être heureuse au bout de 4 séances, mais déjà, il y a une réorganisation, une transformation, légère, aussi légère soit-elle, et la personne voit déjà les choses différemment. Alors après, elle ira ou elle n'ira pas à la fin de son analyse. En tout cas, le peu qu'elle fera lui permettra de voir les choses différemment et de prendre déjà un petit peu de recul. C'était
l'objet du Ho'oponopono, si je comprends mieux, Nathalie, effectivement, à vous entendre, eh bien de prendre ces distances avec les choses de manière à avoir une réflexion légèrement différente. Si je suis poussé, si je suis dans tel scénario de répétition, j'ai telle névrose qui perturbe mon quotidien, c'est peut-être à cause de ça. Alors, ça ne guérit pas tout, mais déjà de mettre les choses à distance permet eh bien de sentir comment l'on fonctionne. Et là, c'est le commencement du mieux-être. Euh, Le début de la fin. On peut le tourner comme ça. Si je peux me permettre, par rapport à la question si ça vient de la tête ou du cœur, je pense que c'est important de faire un cheminement intellectuel, c'est-à-dire entrer dans cette volonté d'entrer dans le pardon, mais qu'à un moment donné, il faut lâcher ce côté intellectuel, intello, parce que on est plus dans le contrôle, alors que le véritable pardon, on le sait puisqu'on l'a expérimenté, ça, il vient tout seul du cœur. Mais il y a une démarche, c'est comme si on devait l'infuser et ensuite le laisser s'imprégner en nous pour qu'il prenne place. Nous sommes d'accord, Nathalie. Pour moi, le cœur, c'était l'inconscient. On se pensait pas au cerveau, mais nous sommes d'accord. Je me permets de t'interrompre, Nathalie, parce que je voudrais qu'on revienne là-dessus sur le fait des deux outils, et puis moi qui l'ai expérimenté, il y a une histoire de mentalisation. À force de se répéter Ho'oponopono, il y a une mentalisation qui nous apporte un confort. Donc oui, effectivement, c'est une psychologie positive. Mais là, j'aimerais bien interpeller Bernard. Il est sophrologue, une méthode Coué. La méthode Coué de la sophrologie est une sorte de mentalisation et de psychologie positive aussi, Bernard. Alors oui, il n'y avait pas dans mes propos quelque chose de péjoratif dans la psychologie positive. Effectivement, une psychanalyse ne rendra pas forcément heureux et l'optimisme ne vient pas tout seul. C'est une manière effectivement, c'est là que le Ho'oponopono peut effectivement intervenir, c'est-à-dire c'est une habitude à avoir de voir les choses avec du recul, ne pas uniquement rester sur les points noirs d'une situation, mais voir l'avantage que ça peut procurer. C'est ça qui nous amène aussi c'est souvent reculer sur le pour canapé d'un sauter, vivant, parce qu'on s'est mentalisé d'une manière plus positive, avec Absolument. plus de légèreté, et qui peut nous amener d'aller travailler en profondeur en posant des mots auprès d'un psychanalyste. Absolument. Le travail d'introspection n'est pas toujours utile, mais ça permet de mieux se connaître et, comme le disent souvent les psychanalystes, il peut y avoir une sorte de sexualisation également de l'analyse, c'est-à-dire on peut prendre plaisir à apprendre à se connaître. Et ça permettra d'aller encore mieux et d'avoir encore ce plus grand degré de liberté pour être positif. Donc effectivement, l'un va avec l'autre. Et il y a, je crois, plus de 300 thérapies, psychothérapies qui sont répertoriées. À mon sens, il n'y a pas une de mauvaise, hein. Sauf si vous faites appel à un gourou, bien évidemment, mais on ne parle pas de ça. Simplement, eh bien, les gens, nous sommes tous différents, nous sommes tous des êtres exceptionnels et nous fonctionnons tous différemment, nous avons des approches, des sensibilités qui sont différentes et une thérapie pourra convenir à l'un et pas à un autre. Il ne s'agit pas de dire du mal d'une thérapie ou d'une autre, simplement tester, aller. Et puis une histoire également de bande passante, je dirais, avec le thérapeute. Hein. Il faut que ça passe avec lui, vous vous sentiez bien. Alors ça peut être un jeune, un vieux, une jeune femme, une vieille, peu importe, mais ce qu'il faut, c'est que ça passe. Et après, je ne pense pas qu'il y ait de mauvaise thérapie. Et on peut passer d'une thérapie à une autre. On peut faire des bouts de cheminement avec l'une et avec l'autre et terminer avec une qui nous conviendra mieux ou avec un thérapeute avec qui ça passera mieux, on se sentira mieux. Donc, Nathalie, cette histoire du pardon conscient et inconscient, et d'ailleurs Valérie en parlait si bien que ça vient du cœur, de l'esprit, ou mental, quelle est la différence? Comment on peut le notifier? Comment nos éditeurs peuvent comprendre la différence? Tout ce qui vient du mental, c'est comme ça que je le repère, c'est beaucoup de blabla. On se raconte beaucoup d'histoires et ça devrait être comme ça et je vais faire ci et je blablabla, blablabla, blablabla. Ça, ce moulin, c'est le mental. Lorsque ça vient du cœur, je dirais que du subconscient, de l'inconscient, c'est quelque chose qu'on vibre, qu'on fait, qui devient évident. Il n'y a aucune réflexion. C'est pouf, ça se met en place tout seul. C'est cette intuition aussi, enfin, certains l'appellent comme ça. Donc, pour distinguer
le mental, donc c'est ce blabla qui est dans la tête, qui est quelquefois utile, hein, pour bien poser les choses. Je vais rentrer dans le pardon, j'ai entendu parler de ci, je vais écouter un podcast, je vais suivre des cours, je vais nourrir ce mental qui veut comprendre ce qu'est le pardon aujourd'hui. OK. Et ensuite, la procédure, je veux dire qu'elle se met en place dans le corps, ce corps dont on ne parle pas souvent, justement. Alors, de faire des psychanalyses ou des psychothérapies, c'est très bien. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le corps aussi a une mémoire de cette histoire, de l'événement, de ce qui s'est passé. Donc, c'est aider aussi dans le mouvement, en faisant des mouvements, dans l'exercice, ce corps à évacuer ce qui est arrivé. Donc, intellectuellement, on va comprendre ce qui s'est passé. Ensuite, laisser le corps s'imprégner au niveau cellulaire de toute cette nouvelle façon d'envisager les choses. Parce que quand on n'est plus en train de ruminer son histoire et on est moins dans le stress, la cortisol, on la sécrète moins souvent, par exemple, hein, cette fameuse hormone du stress, et du coup, notre corps devient plus détendu, plus relâché, la respiration se fluidifie. C'est en ça que les exercices de yoga ou simplement de marche, de randonnée aident le corps à s'oxygéner, notre cerveau aussi à s'oxygéner et à se libérer de tout ce stress accumulé par notre histoire, par ce qui est arrivé. Et ensuite, je dirais que c'est mon expérience, hein. Je n'ai rien de scientifique, je n'ai pas d'études, mais l'expérience que j'en ai, c'est ça, c'est ça passe dans la tête pour aller dans le corps et ensuite ça se pose dans mon cœur, dans mon subconscient. Et il y a ce moment incroyable où quand on commence à parler du pardon, à se dire que tiens, je devrais pardonner, ou est-ce que je vais pardonner, ou est-ce que je vais pardonner à cette personne, et d'un seul coup on se dit mais non, ça y est, c'est fait. Il y a pas d'y revenir. Il y a une évidence. Ça devient une évidence. C'est même plus, on se pose même plus la question de se dire si on a pardonné ou pas. C'est là, c'est déjà fait. Voilà. Apparemment, Nathalie, vous avez eu une grande expérience du pardon. Grande, j'en ai eu. J'en ai eu. C'est par rapport à des événements personnels assez violents qui sont arrivés. Et ma grande surprise, c'est qu'en travaillant sur moi, en faisant cette démarche d'introspection, de développement personnel, et notamment avec le Ho'oponopono, beaucoup d'autres choses que j'ai faites, c'est que je me suis aperçue qu'en voyant cette personne, ben, il y avait cet amour qui apparaissait. Ça paraît fou, hein. Amour inconditionnel. C'est quelque chose qui est difficile à partager parce qu'on se dit non, c'est pas possible. J'ai entendu des yogis, des grands maîtres en parler, mais moi, petite Nathalie, comment je peux avoir cette impression, cette sensation d'amour avec un grand A vis-à-vis de cette personne qui m'a fait vivre des choses terribles? C'est pas que ça s'efface, ça se range. Ça, tout, voilà, comme si mon âme, quelque part, me disait, voilà, pas de problème, tout va bien. Et maintenant, tu irradies, tu es dans cette énergie d'amour, etc. Ça a été la fois la plus perturbante. Je me suis dit, mais comment ça peut m'arriver à moi de cette manière? Et maintenant que c'est arrivé une fois, eh bien, je sais que c'est possible pour les autres. Il faut aussi faire preuve de patience envers soi, parce qu'il y a notre ego qui est très fort en disant, si tu y es arrivé une fois, tu peux recommencer, donc recommence, vas-y, mets-toi à fond. Mais non, chaque histoire a son rythme et sa façon d'être résolue. Il faut aussi se permettre d'y aller, voilà, notre rythme. Et puis on vit, on ne fait pas les choses de la même façon. Donc là aussi, il faut éviter de se mettre trop la pression. Ça me paraît difficile de temps en temps. Par rapport à ce que tu dis, Nathalie, il y a une question qui m'intéresserait vis-à-vis de vous deux. Finalement, est-ce qu'en vieillissant, on pardonne plus facilement que quand on est plus jeune? Ah, c'est la voie de la sagesse. Là, j'ai la voie de la sagesse. J'ai vu des jeunes admirables qui savaient mieux pardonner que moi. C'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de quelque chose d'ouverture. Quelque chose de synthétique. Je crois que on n'est pas obligé de pardonner à l'autre, mais pardonner avec la haine. Et si on pardonne avec la haine, on est bien avec soi-même. On n'a plus de haine. Et ça n'empêche pas de pardonner un tel.
on est quelques milliards sur Terre, on ne peut pas aimer tout le monde, surtout ceux avec qui il y a eu des contacts, des relations, et je crois que… Alors, vous avez eu une expérience de pardon, vous? Oui, bien sûr, par rapport à la haine que j'ai pu, voir, tous ces traumatismes, cette violence, j'ai un pardon par rapport à effectivement tous ces événements, mais qui encore une fois, j'avais peut-être une structure un petit peu qui était, particulièrement flexible et qui me permettait d'aller sur ce type de situation pour remonter à une première partie de ma carrière. Mais, j'avais pas de haine, donc mais il faut pardonner, on est tous différents, c'est à nous de nous faire socialement à la société, et à tous les individus qui la composent, et non pas attendre qu'ils se fassent tous à notre personnalité. Ça me paraît évident, quoi. Justement, Bernard, vous avez cette posture très concrète, Ouais. d'un métier très concret. Vous avez été au GIGN et bon, vous avez compris que ces méthodes Ho'oponopono qui se situent à l'inconscient ou d'autres méthodes Oui, la liées. différence entre le cœur et le mental, c'est la différence entre le D'accord. conscient et l'inconscient chez moi, c'est pareil. Quel rapport avez-vous avec ce lien de l'invisible que nous, on parle et qu'on peut mettre sous le mot de la spiritualité ou autre? J'aimerais bien avoir votre ressenti. Bah, le lien avec l'autre, que je trouve cohérent entre mon métier de négociateur de crise majeure et puis mon métier de psychanalyste maintenant, ou de sophrologue, puisque les gens viennent en cabinet, souvent ils ne savent pas pourquoi ils viennent, ils veulent aller mieux. Alors je passe de la psychanalyse à la thérapie psychocorporelle dont vous parliez, Nathalie, effectivement, il y a un lien de cause à effet. Ça permet, quand l'individu est apaisé, ça lui permet, eh bien, de mieux se confier. Il y en a qui ont des problèmes avec la parole, et ça leur permet d'être plus détendus, pour passer à une autre phase, ou alternativement, une thérapie n'est pas exclusive à l'autre. Le lien que je fais, c'est un lien communicationnel, c'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un, surtout dans des situations qui sont des situations de crise, eh bien, il y a une différence entre le conscient et l'inconscient. Et ça, on l'entend. C'est ce qu'on appelle l'attention flottante en psychanalyse dans un cabinet, mais je le ressentais en phase de négociation. Il y avait il y avait le conscient, pardon, de l'individu qui me menaçait, qui menaçait de tuer des otages, qui posait un ultimatum, et il y avait son inconscient qui avait envie de dire des choses, d'expliquer pourquoi il en était là. Et c'était à moi d'essayer d'aller accrocher ces petits moments un peu magiques pour pouvoir l'aider à s'ouvrir et à rentrer vraiment, passer de la communication à la relation. Le but, c'était vraiment de jouer avec tous les outils, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle maintenant, c'est-à-dire de ressentir les émotions de l'autre, à pas forcément de me synchroniser, mais de me calibrer dessus pour essayer de trouver le juste niveau et pour essayer de l'amener à s'ouvrir. Et si j'arrivais à pas rentrer dans son inconscient, mais à essayer de lui faire dire des choses qu'il n'avait pas prévu de dire, c'est-à-dire son inconscient, eh bien, on arrivait à avancer dans la relation. J'aime bien cette version de passer de la communication à la relation. C'est très profond. En fait, ce métier que vous avez exercé, il est beaucoup plus humain qu'il n'y paraît, et ça demande des qualités d'empathie, de sensibilité qui sont assez hors normes, tout en étant prêt à un contact de force. Donc, voilà, je suis impressionnée. Dans le C'est passer d'un état à un autre, effectivement. Voilà. Le côté ouvert, c'est ce que vous avez, c'est ce que vous faites très certainement en cabinet, hein, de votre côté. Et cette particularité, négociateur en situation de crise, effectivement, c'est de pouvoir passer d'un état à un autre et pouvoir passer sur un mode physique, le cas échéant, si c'est nécessaire, effectivement. J'avais une petite question à vous poser à tous les deux, en lien avec le pardon et votre expérience maintenant, de nombreuses années de pratique. Est-ce que vous avez déterminé des profils de personnalité, qui étaient plus enclines à aller vers le pardon plus facilement? C'est pas la personnalité, c'est un état d'être. Donc, à un moment, on est prêt, on a cet état intérieur qui fait que, voilà, c'est là et ça se pose. Il n'y a pas il n'y a pas à dire, enfin, en tout cas, de mon côté, je n'ai pas vu,
ce qui était drôle, c'est de voir des personnes qui semblaient a priori prêtes à pardonner, mais qui, lorsqu'on laissait parler, n'étaient absolument pas ouvertes à ça, c'était resté complètement intellectuel. Et d'un autre côté, d'autres qui, au contraire, ont fait cette démarche plus vite que, elles étaient assez surprises de voir que ça arrivait aussi rapidement. Ce n'est pas forcément ceux qui en parlent le plus qui pardonnent le mieux aussi. Et il faut savoir que dans les étapes que je vous ai décrites tout à l'heure, le fait d'intellectualiser au niveau du corps et aussi au niveau avant de s'installer dans le cœur, c'est au moment où où on lâche cette idée d'absolument pardonner que le pardon s'installe. C'est quand on n'est plus dans la résistance, dans le fait de vouloir absolument que quelque chose passe. Alors, pour ma part, Valérie, parce que je suppose que vous attendez ma réponse, donc effectivement, je me rapprocherai en cabinet, pour ne pas paraphraser Nathalie, je dirais qu'effectivement, c'est assez linéaire. On ne peut pas dire telle personne a cette appétence ou telle autre n'y arrivera pas. C'est vraiment une question d'investissement dans la thérapie, de la volonté, du degré de motivation de la personne, si elle a envie d'évoluer ou pas. Et après, il y a un facteur d'assiduité et puis de volonté. On revient encore sur la motivation. Alors, donc ça, c'est l'aspect en cabinet, la personne qui vient pour son mieux-être, pour essayer de se comprendre. Alors, moi, je suis obligé de faire une différence, effectivement, avec ce premier métier, puisque ça, on essaie de faire un petit peu le lien, si vous l'avez compris, Julie, hein, en permanence. Là, moi, j'ai été parfois face à des idéologues politiques, des idéologues religieux. C'est ce qu'on appelle les négociations qui sont dites impossibles. Et là, quand vous êtes face à quelqu'un qui est programmé pour mourir, on l'a vu cette dernière décennie, notamment sur le sol français, là, la négociation est dite impossible, c'est-à-dire qu'on négocie de manière stratégique pour essayer d'avancer des pions, pour essayer déjà de figer la situation pour ne pas qu'elle l'empire, et puis d'essayer d'approcher l'individu pour le mettre hors d'état de nuire, mais on n'aura jamais cette prétention à lui faire changer d'avis, puisque les gens sont prêts à se faire exploser pour leurs convictions, pour leur religion. Donc là, on est vraiment dans des cas particuliers. Justement, on parle de violence comme ça. Et il faut quand même retenir que, et je le disais dans ma chronique, cette temporalité. Il y a une temporalité où normalement, où moi, l'ayant expérimenté, quand on ressent cette colère, qu'on ait cet espace, qu'on puisse exprimer notre colère, qu'on puisse crier, qu'on puisse hurler. Et comment vous pouvez nous l'offrir, vous, cet espace-là? Alors ça, Julie, c'est quelque chose qui est calqué sur la courbe du stress. Il y a toujours une première phase qui s'appelle la phase d'alarme. C'est là, alors, on avait coutume de dire donc en opération que c'est le moment où tout peut arriver. Hein, donc le stress est à son plus haut niveau, même pour l'auteur, hein, le forcené, le preneur d'otage, c'est le moment où il se fait coincer, quand bien même il l'a pas programmé. Et voilà, c'est le moment où tout peut arriver, il peut ouvrir le feu, il peut commettre l'irréparable. Va s'en suivre automatiquement, ça suit la courbe physiologique, eh bien, un état de résistance, une phase de résistance où là, on peut rentrer en relation avec l'autre, c'est le moment de la négociation. Alors, cette phase, elle va durer plus ou moins longtemps, elle suit les besoins physiologiques parce que la personne a toujours envie à un moment donné, elle aura besoin de boire, de manger, de dormir. Donc, ça va dépendre de son degré de motivation et de son degré de préparation. S'il est préparé, qu'il est à un endroit, voilà, il est organisé, ça peut durer longtemps. Et après, ça dépend de son degré de motivation. Si vous vous énervez, Julie, face à quelqu'un qui est particulièrement motivé et qui veut vous faire, par exemple, péter un câble, il y arrivera s'il insiste. Hein. Oui, mais et si son degré de motivation… Comment vous allez me recevoir si je suis en état de colère parce que j'ai été trahie ou j'ai éprouvé un sentiment de victime, ou j'ai ma posture de victime, mais la temporalité que j'adopte, c'est la colère. Je veux exprimer ma colère, comment vous me recevez? Alors, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse le transfert. Donc, vous allez transférer sur moi un certain nombre de choses. La colère, elle n'est pas sur moi, Bernard Meunier. Je vous ai rien fait, Julie, on ne se connaît pas assez. Je ne vous ai rien volé. Et
Et donc, vous transférez sur moi la colère que vous avez en vous. J'ai envie de dire, quelle que soit la raison. Il se trouve que c'est moi qui tombe à ces moments improbables et vous êtes en colère contre moi. J'ai peut-être fait quelque chose qui n'allait pas, forcément, mais pas forcément. Et donc, il faut attendre que cet état passe. Et c'est le cas du psychanalyste également en cabinet. Il y aura un transfert, et un transfert d'émotions de ce qu'a vécu, par exemple, le patient avec ses parents, avec sa fratrie, avec un individu qui lui a fait du mal. Il va ressentir ce transfert, mais ce transfert est nécessaire pour le bien de l'analyse. Donc, c'est le rôle de l'analyse d'accueillir ces émotions transférentielles. D'accord. Et vous, Nathalie? Les crier dans les bois, Julie, comme moyen de ou taper dans un punching ball. Tout fait, Valérie. Tout fait. J'ai même tiré à l'arc. J'ai même tiré au pistolet. Dans ce que vous vient d'évoquer, à part de taper dans un oreiller, le fait d'accueillir la colère de l'autre, le ressentiment de l'autre, sans rien dire, juste à écouter. Et c'est ce que m'a permis aussi la pratique du Ho'oponopono, parce que ça peut, donc ça arrive aux thérapeutes, aux psychologues, etc. On est habitué, on sait comment accueillir, mais quand ça arrive dans votre famille, que cette personne arrive et c'est ce trop-plein qui sort et qui a besoin d'être évacué, plutôt que de le prendre pour vous et de réagir, le Ho'oponopono, le fait de réciter en boucle dans votre tête ces mots, vous permet de prendre cette distance par rapport à la colère de l'autre et en même temps d'imaginer que ce que déverse l'autre personne va dans une espèce de bassine sans fond qui est là entre vous deux. Et surtout, ne cherchez pas à calmer la personne, à la raisonner, à essayer de lui dire que tu devrais faire ci ou ça. Cette personne n'a pas besoin de vos conseils, ce qu'elle a besoin, c'est simplement d'évacuer, de sortir tout ça, pour l'aider à accueillir son émotion, parce que l'accueil permet d'entrer dans le pardon aussi. Et tant on résiste à l'émotion, tant qu'on résiste à cette colère, à cette frustration que l'on a en soi, et qu'on se dit c'est de sa faute, c'est parce qu'il m'a fait ça, à ce moment-là, on n'est pas prêt à entrer dans le pardon. Donc ça fait partie du processus que d'accueillir, d'accepter, d'être dans cet état. Cette émotion est de passage, de toute façon, elle ne va pas rester, mais il faut lui permettre d'exister pour ensuite passer à autre chose. Donc c'est ça, c'est l'accueil. Et l'autre notion importante aussi, lorsque ça vous arrive, que vous avez une personne de votre entourage qui est dans cet état, c'est de vous dire de ne pas en faire quelque chose de personnel. Ça revient au 5-14 Toltec. Hein. N'en faites pas quelque chose de personnel parce que c'est pas vous que ça concerne. Cette personne est mal parce qu'elle a vécu des choses. Point barre. Donc ça aussi, ça permet de prendre une certaine distance et de laisser la personne évacuer. Par contre, si cette personne a cette tendance de faire ça de façon répétitive, systématique, etc., attention, il s'agit peut-être de manipulation. Ça peut arriver de temps en temps. La victime. Je parlais de la colère de la victime. La colère de la victime est tout à fait acceptable. Maintenant, il faut pouvoir l'accueillir dans un environnement sécurisant pour elle et pour la personne qui reçoit. J'aime beaucoup ce que tu dis, Nathalie, sur le fait que si une personne en face de toi a besoin de déverser sa colère, juste en étant en face de cette personne, d'accueillir en se disant, voilà, il y a un trou en face de nous, un entonnoir qui accueille. Et moi, pour se protéger aussi, la personne qui reçoit cette colère, qui écoute, qui entend cette colère, de se répéter en boucle la prière je suis désolée, pardon, merci, je t'aime, nous permet aussi de créer un espace dans lequel cette colère est déversée. Et j'aime beaucoup ce... Chacun à sa place et il n'y a pas d'interaction à avoir, hein, juste à permettre à l'autre de sortir ce qui est arrivé et aussi de ne pas devenir victime de cette colère. Parce que le pardon, à quoi il sert en fait? Le pardon, ça sert à vous libérer, vous, de cette histoire, de la ranger. Et surtout, ça aide aussi parce qu'on parlait des enfants, votre entourage à vivre avec une personne qui est alignée. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que lorsqu'on est toujours à ressasser, ruminer son histoire
voilà, à revisiter tout ce qui s'est passé dans cette colère, les premières personnes qui s'en prennent plein la figure, ce sont les proches. C'est Et ça, on peut devenir addict aussi à son passé, à son histoire et avoir cette habitude. Hein, quand je dis d'ailleurs c'est une habitude, ça veut dire que c'est une habitude qui est de rejeter, de râler, d'être en colère systématiquement parce que ça vous revient. Ça... Les personnes qui ne font aucun travail sur elles, que ce soit d'introspection ou de psychanalyse, restent souvent comme ça, dans cette rumination, et ont un comportement extrêmement désagréable pour les proches qui n'y sont absolument pour rien. Et c'est ce qu'on disait, c'est des bagages qu'on transfère à nos enfants, notre comportement, nos attitudes, le climat. Voilà, ce sont des bagages que l'on transfère aux enfants, mais l'autre chose aussi, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on a à côté de nous des gens qui nous aiment profondément et on leur fait subir le pire parce qu'on a envie de pardonner, parce qu'on n'a pas envie de faire ce travail en nous. Que ça vous libérerait alors que ça vous mettrait en paix et qu'enfin votre entourage pourrait apprécier. Mais moi, j'en reprends ma question. Comment vous recevez-vous, Nathalie, une personne qui a été victime et qui est en colère? Vous, dans votre accompagnement et dans... Alors, moi, je ne fais pas de psychothérapie, donc je fais surtout du coaching. Je me limite à l'écoute. Et c'est surtout ce dont la personne a besoin. Et ensuite, quand la personne est prête à entendre, de l'orienter vers des spécialistes en fonction de la problématique. Et si elle n'est pas encore prête, on en rediscute une fois suivante. Voilà, c'est le tout de semer une graine et de dire qu'il y a peut-être possibilité d'aller voir quelqu'un qui peut vous accompagner dans cette démarche, psychanalyse, en psychothérapie, bref, il y a tellement de techniques aujourd'hui que voilà, tout est possible, mais de lui permettre aussi d'évacuer comme ça au fur et à mesure. Là, le système de bascule, hein, entre les deux, c'est ce que je fais le plus souvent, et je n'en fais certainement pas une affaire personnelle. C'est parce que cette personne n'est pas bien, il y a quelque chose qui a été réveillé, et d'avoir la patience de laisser ça se dérouler. D'être l'exemple aussi par rapport à cette personne, c'est-à-dire d'être à l'écoute. Quand on est à l'écoute d'une personne qui a besoin d'évacuer ce qui lui est arrivé, elle peut d'un seul coup s'écouter elle aussi. Chose qu'elle ne se permet certainement pas, et c'est pour ça que de temps en temps ça explose, parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter cette détresse que l'on a en soi, parce qu'on est occupé, on doit courir, le travail, les enfants, etc. Et là, de lui dire, bah, peut-être qu'il va falloir prendre le temps de vous écouter aussi. Donc, en fin de compte, ce que je retiens et ce que j'entends, c'est un état de passage, comme tu l'as dit, Nathalie. Oui, c'est temporaire. C'est temporaire. Et ça, c'est rassurant, Valérie. On est d'accord? C'est un état de passage et c'est un chemin. Moi, je retiens vraiment que c'est une notion de chemin et que le temps est propre à chacun, qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de temps miracle. Il y a des gens qui peuvent être capables de pardonner quasi de manière instantanée, comme pour d'autres qui peuvent mettre un nombre d'années beaucoup plus long. Et je me rends compte qu'en fait, c'est quel que soit le traumatisme vécu d'ailleurs, quel que soit le niveau de traumatisme, en fait, le temps est vraiment propre à chacun. Et c'est une notion que j'ai découverte il y a peu de temps, pour ma part. Très bien, je vous propose de terminer cette émission. Je voudrais remercier Nathalie Langlois, donc auteure, formatrice, spécialiste du Ho'oponopono et du Feng Shui. Et donc, Nathalie, tu as écrit de nombreux ouvrages sur ce sujet-là. On pourra te retrouver sur ton site internet. On va remettre toutes les coordonnées à l'issue du podcast pour que vous puissiez te retrouver sur ta page. Bernard Munier également, donc on va remettre également tes coordonnées. Là, voilà, Julie qui présente La négociation est une arme, le dernier ouvrage qui est paru. Et puis également celui qui est paru en 2019, coécrit, je crois, avec donc Alexandre Rode, donc qui s'appelle Passage à l'acte, comprendre les tueries scolaires, aux éditions Kiwi, qui est paru en 2019. Julie, cette chronique avec Nathalie va se retrouver de manière tout à fait récurrente. On vous retrouvera lors d'un prochain épisode. Si vous avez des commentaires, des questions que vous souhaitez adresser, que ce soit à Nathalie Langlois sur le Ho'oponopono et le Feng Shui, pardon, je bafouille, ou que ce soit auprès de Bernard Meunier concernant donc
Il propose ses ateliers en psychanalyse et également tout son parcours au sein du GIGN. N'hésitez pas à les mettre à l'issue de ce podcast. Nous vous retrouvons lors d'une prochaine émission. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Julie, merci Bernard, merci Nathalie d'être ensemble dans ce podcast. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci.